Salut les challengers, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle série que je lance aujourd'hui. Pendant quelques temps, je vous ai parlé de la Coupe du Monde de rugby en vous présentant tous les pays qui participaient, les joueurs également, en faisant des analyses, etc. Et bien là, cette fois-ci, je vous propose de découvrir un petit peu les Jeux Olympiques. L'objectif, c'est que vous connaissiez un maximum de choses dessus avant qu'ils arrivent à Paris en 2024. Alors prenez votre flamme olympique et transmettez-la à vos amis pour partager ma chaîne et mes vidéos. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va découvrir le père des Jeux, Pierre de Coubertin. Les Jeux Olympiques sont l'une des plus grandes créations du monde moderne, celle d'un homme, Pierre de Coubertin. Aujourd'hui tout le monde le connaît, lui et sa phrase, l'important c'est de participer. Un concept dépassé désormais dans un monde où la course à la performance et à la médaille d'or est plus forte que jamais. Au-delà de cette citation et des infrastructures sportives qui portent son nom, Pierre de Coubertin il est surtout connu pour être un défenseur du sport. Il nous vient d'une famille de nobles français aux origines italiennes, la famille Freddi. Anoblis en 1629, les Freddi deviennent seigneurs de Coubertin, ce qui leur vaut leur nom actuel. Le blason de la famille est de couleur azur, orné de 9 coquilles d'or. Leur devise est « voir loin, parler franc, agir ferme ». Une devise prise au mot par Pierre. Né à Paris, Coubertin est destiné à Saint-Cyr et à travailler pour l'armée. Mais il refuse cette voie pour se diriger vers des études politiques. Sa facilité avec les armes lui permettra tout de même d'être plusieurs fois champion de France de tir au pistolet. Coubertin part très bien dans la vie. C'est un noble français fortuné qui a la chance de choisir ses études. À 22 ans, il est diplômé en politique et il va partir durant ses études et les premières années de sa vie active en Angleterre pour y découvrir la culture là-bas et surtout pour comprendre comment le sport fonctionne. Quand il revient en France, il est encore plus passionné de sport et veut le développer, notamment à l'école. Il faut régénérer la race française par la rééducation physique et morale des futures élites du pays qui a connu la défaite de 1870. Coubertin fait ici référence à la guerre franco-allemande. Les Allemands ils ont récupéré l'Alsace et la Lorraine aux dépens du Second Empire de Napoléon III. C'est d'ailleurs cet échec qui a poussé l'instauration de la Troisième République. Et rappelons-le, Coubertin est aussi un historien. Et pour lui, cet échec il est dû au manque d'ambition et de préparation physique des Français. Pour lui, en instaurant le sport à l'école et dans tout le pays, eh bien, ça permettrait de lutter contre ça, puisque tout le monde voudrait être le meilleur, et donc ça pousserait à l'esprit de compétition, ça pourrait se retranscrire dans tous les domaines de la vie, mais aussi évidemment dans la guerre. Pour tenter d'inclure le sport à l'école, Coubertin se rapproche des républicains, ils sont davantage enclins à développer le sport que les royalistes, or sa famille est bourgeoise et donc royaliste. Coubertin va alors s'éloigner de sa famille. Dans le même temps, Pierre il augmente sa cote de popularité, il est élu au conseil municipal de Mireville en Normandie, sans même s'être présenté. Mais lui, ce qui l'intéresse, ce n'est plus la politique, il n'a qu'une chose en tête, le sport. En 1887, Coubertin rejoint l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, un comité qui permet de regrouper les têtes pensantes du sport français. Avec l'USFSA, Coubertin se retrouve arbitre de la première finale du championnat de France de rugby. Le bouclier de Brennus, c'est lui qui l'a dessiné. C'est en 1994, lors d'une réunion de l'USFSA, que Pierre de Coubertin émet l'idée d'organiser les Jeux Olympiques. Il a une volonté de développer le sport à l'international. C'est pour ça que ces Jeux seront organisés tous les 4 ans dans un pays différent. Ce qu'il veut, c'est que toutes les nations se battent pour être les meilleures et donc intègrent le sport à l'école pour créer les champions de demain. Mais cette idée, bien sûr, de lancer des Jeux Olympiques, il ne la sort pas de son chapeau, elle était déjà dans les tiroirs depuis quelques temps. Peu après la Révolution française, il y avait déjà des compétitions olympiques qui s'organisaient localement. En Angleterre, il y avait depuis 1850 des Olympian Games, ouverts à tous, qui fonctionnaient très bien. Coubertin a d'ailleurs été y faire une petite visite. En Grèce aussi, des compétitions nationales olympiques naissent au 19e siècle, mais c'est finalement Coubertin qui eut l'idée de lancer un projet international. L'objectif originel était d'organiser la première édition en 1900 à Paris lors de l'exposition universelle, mais un écrivain grec installé à Paris lui souffla l'idée de lancer les Jeux en 1896 à Athènes, là où les Jeux sont nés. Cet écrivain est Dimitrios Vikelas, le premier président du CIO, le Comité international olympique. Coubertin et Vikelas se sont rencontrés en 1994 lors d'un congrès organisé par le Français. Vikelas il était là pour représenter les Grecs et parler de la rénovation des Jeux. Ensemble, ils vont travailler à l'organisation de la première édition en 1896 à Athènes, puis Vikelas il va quitter le navire pour passer ses dernières années tranquilles en Grèce. Coubertin poursuit sa route, puisqu'il prend la présidence du CIO de 1896 à 1925. Il choisit une devise pour les Jeux, ce sera Situs, Altus, Fortus. Plus vite, plus haut, plus fort. Il organise les Jeux de Paris en 1900 malgré les réticences des Français, puis ceux de Saint-Louis aux États-Unis, mais c'est lors de la préparation des Jeux de Londres en 1908
qu'il prononcera son célèbre discours sur son idéal olympique. Les organisateurs anglais voulaient que tous les arbitres et juges-arbitres soient anglais. C'est sûr que c'est plus facile de gagner des médailles quand t'as les arbitres dans ta poche. Comme quoi la corruption elle est vieille comme le monde et le sport a toujours été touché dès la création des Jeux. Mais Pierre de Coubertin n'est pas dupe et il sait répondre à ça. Le 24 juillet 1908, pour calmer les Anglais et mettre les choses au clair, il dira « Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais c'est de s'être bien battu. » Depuis le début de la vidéo, je vous montre à quel point Pierre de Coubertin a eu un impact positif sur nos sociétés. Il a permis de développer le sport et de l'internationaliser, mais il avait aussi ses défauts, il ne faut pas l'héroïser. C'était un homme de son temps qui a tenu de nombreux propos racistes pendant sa vie. Quand Hitler et les nazis ont utilisé le sport pour leur doctrine, il a plus ou moins vanté le système et n'a pas semblé très choqué. Il était aussi très sexiste. D'ailleurs, petite citation. « Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. On doit conclure que le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. » Cet état d'esprit était partagé par la plupart des hommes de l'époque. C'est pour ça que les femmes n'ont pas participé à la première édition des Jeux et qu'en 1900, ils ne faisaient que les sports non athlétiques considérés comme aristocratiques, à l'image de la voile, de l'équitation, le golf, le croquet et le tennis. C'était les 5 sports pratiqués et ça a été le cas pendant des années avec une très faible présentation des femmes aux Jeux Olympiques. Et c'est Alice Milia dans les années 20 qui a permis de développer ça en créant des Jeux Olympiques pour les femmes. Mais ça c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Si tu ne veux pas manquer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu aimes celle-ci, n'hésite pas à la liker. Les Jeux Olympiques commencent à prendre de l'ampleur avec 2407 athlètes aux Jeux de Stockholm 1912. Mais c'est alors que la guerre éclate et empêche l'édition 1916 d'avoir lieu. Coubertin quitte la France pour la Suisse pendant les combats et établira le siège du CIO en terrain neutre, à Lausanne. Plus de 100 ans plus tard, le siège est toujours là-bas. Après la guerre, le grand chantier de Pierre de Coubertin est de créer des Jeux Olympiques d'hiver. À Anvers en 1920, le patinage artistique et le hockey sur glace sont ajoutés aux Jeux Olympiques, mais très vite vient l'idée de séparer les sports d'hiver des sports d'été. Coubertin s'inspire de ce qui se fait au nord de l'Europe avec les Jeux nordiques. De 1901 à 1926, 8 éditions de ces Jeux consacrés aux sports d'hiver rassemblent les meilleurs sportifs nordiques. Quand l'idée des Jeux d'hiver voit le jour, les dirigeants de ces Jeux nordiques le voient d'un mauvais œil. Ils avaient peur que leurs Jeux nordiques disparaissent, et ils avaient raison, c'est ce qui est arrivé. En 1930, le manque de neige annule l'édition. En 1934, c'est la crise qui empêche sa tenue. Puis la situation politique et l'arrivée de la guerre repoussent une nouvelle fois la 9e édition en 1934. Après la guerre, le projet n'a pas été repris. Les Jeux nordiques n'ont plus eu lieu depuis 1926. En 1924, la séparation a enfin lieu. Paris organise les Jeux d'été et Chamonix les Jeux d'hiver, mais cette appellation n'était pas encore au goût du jour. On parle de Semaine internationale des sports d'hiver, et petit à petit ça prendra son nom de Jeux olympiques d'hiver, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera quand je ferai une vidéo dédiée aux Jeux olympiques d'hiver. Là on va rester concentré sur Coubertin. Pierre de Coubertin est président du CIO de 1896 à 1925, pendant 29 ans. Il démissionne après les Jeux de Paris 1924 qui ont eu lieu quelques mois après les premiers Jeux olympiques d'hiver de Chamonix. Après sa démission, son successeur ouvre aux femmes les compétitions d'athlétisme, ce qui ne plaît pas trop à notre Coubertin national. Mis de côté par le CIO, il n'est plus au courant de ce qui se passe au comité, mais joue un rôle dans l'organisation des Jeux de Berlin. Il vit alors en Suisse, à Lausanne, et finit par décéder à 74 ans en 1937. À la fin de sa vie, il n'avait plus un sou. Après avoir tout donné pour les Jeux olympiques, il en a oublié d'assurer ses arrières. Pierre de Coubertin est un homme complexe et un homme de son temps. Au XXe siècle, être raciste et sexiste, c'était assez normal. Aujourd'hui, ça peut paraître choquant, mais il faut remettre dans son contexte qui il était. Et bien sûr, il nous a laissé un héritage exceptionnel en créant le plus grand événement sportif de la planète. On connaît tous une salle, une piscine ou un stade qui s'appelle Pierre de Coubertin. La plus connue de toutes est peut-être celle qui accueille le PSG Handball dans le 16e arrondissement. Alors merci Pierre de Coubertin pour tout ce que tu nous as apporté et pour cet héritage et les Jeux Olympiques. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'une autre histoire olympique. Et n'oubliez pas, le plus important c'est de participer et de liker aussi.